S'est-il passé exactement le 26 décembre dernier au large de Sumatra? Comment sont nées ces vagues qui se déplacent à la vitesse d'un avion? Et pourquoi sont-elles si meurtrières? E égale M6 revient sur les raisons d'une catastrophe qui va marquer le siècle. Un séisme de magnitude 9 correspond à peu près 1 million de fois l'énergie libérée par la bombe d'Hiroshima. Après les vagues destructrices, les rescapés doivent aujourd'hui affronter un autre risque, l'épidémie. Conditions d'hygiène précaires, nappes phréatiques souillées, quel est vraiment le risque? Au Sri Lanka, certains animaux ont fui le littoral avant l'arrivée du tsunami. Instinct, sixième sens, comment expliquer les capacités étonnantes des animaux? Ce qu'on appelle le sixième sens pourrait être simplement des choses qui sont perçues par les animaux, mais que les sens humains ne perçoivent pas. En France, nos côtes sont-elles à l'abri d'une catastrophe similaire? Pour les chercheurs, le risque existe. Mais quelle en est l'ampleur? Et sommes-nous vraiment prêts à l'affronter? On ne doit pas exclure du tout une possibilité de tsunami en Méditerranée. Bonsoir, le tsunami d'Asie du Sud est la catastrophe naturelle la plus meurtrière depuis un quart de siècle. Elle nous fait bien prendre conscience de notre impuissance face à la force gigantesque des éléments naturels. Pour commencer cette émission, nous allons d'abord revenir sur les causes exactes du phénomène. Pourquoi un tremblement de terre sous-marin très violent s'est-il produit au large de Sumatra? Pourquoi celui-ci a-t-il engendré des vagues géantes? Pourquoi celles-ci ont-elles dévasté certaines régions et en ont épargné d'autres? Enfin, les scientifiques auraient-ils pu les prévoir? Les explications de Jérôme Seska. Une plage paradisiaque en Malaisie. Les enfants jouent dans le sable et papa filme. En l'espace d'un instant, le paradis terrestre va se transformer en enfer aquatique. Les enfants parviennent à s'agripper à la grille, mais tous n'ont pas eu cette chance. C'est un mur d'eau qui a déferlé sur les plages d'Asie du Sud-Est et a tout emporté sur son passage. Le tremblement de terre qui s'est produit au large de Sumatra ce 26 décembre a produit l'un des cataclysmes les plus dévastateurs, le tsunami. Nous allons vous expliquer minute par minute les phénomènes mis en jeu lors de cette catastrophe historique. En l'espace d'un instant, la plaque a fait le mouvement qu'il aurait dû faire pendant 300 ans. Donc il l'a fait en quelques dizaines ou vingtaines de secondes. Au XXe siècle, il y a eu plusieurs gros séismes comme ça de magnitude 9, mais là, c'est vraiment un événement historique. Je n'ai pas souvenir, depuis que j'exerce ce métier, d'un tel phénomène. Le 26 décembre dernier, à 7h58 locale, un séisme sous-marin d'une magnitude 9 sur l'échelle de Richter se produit au large de Sumatra. Un séisme comme la Terre n'en a pas produit depuis 40 ans. Nous sommes ici dans la salle de traitement opérationnel pour les signaux sismiques que le CEA enregistre. L'onde sismique est si puissante qu'elle est ressentie partout sur le globe. Regardez le tracé enregistré ce jour-là dans ce laboratoire de la région parisienne. 12 minutes seulement après l'événement, les sismographes saturent. À ce moment précis, les géophysiciens connaissent l'ampleur du phénomène. Et donc dans ce cas bien particulier, très rapidement, le sismologue a pu déterminer que l'événement avait eu lieu en Indonésie et qu'il s'agissait d'un événement majeur de magnitude tout à fait exceptionnelle. Et une fois qu'on a pu déterminer que cet événement était dans un fond marin, alors on peut effectivement en déduire qu'il y a un risque de tsunami. Le globe terrestre est constitué de plusieurs plaques qui bougent les unes par rapport aux autres. Au large de Sumatra, dans l'océan Indien, deux plaques s'affrontent. La plaque indienne glisse sous la microplaque birmane. C'est ce qu'on appelle le phénomène de subduction. Or, dans cette zone, ce mouvement régulier était bloqué depuis plusieurs siècles. Une rupture en profondeur a libéré ce mouvement et provoqué un tremblement de terre surpuissant. Grosso modo, un séisme de magnitude 9 correspond à peu près 1 million de fois l'énergie libérée par la bombe d'Hiroshima. Donc vous imaginez 1 million de bombes qui explosent à un moment donné à environ une trentaine de kilomètres en dessous du niveau de la mer. Donc vous imaginez l'énergie qui est libérée, c'est énorme. Mais alors, comment un séisme sous-marin parvient-il à engendrer des vagues hautes de plusieurs mètres et si puissantes? Le séisme soulève brutalement la plaque birmane d'environ 20 mètres. Cette plaque repousse alors l'eau située au-dessus d'elle. Conséquence, cette montagne d'eau a engendré plusieurs trains de vagues. Plus le fond marin est profond, plus ces vagues se déplacent vite. Mais à l'approche des côtes, elles ralentissent et gonflent avant de s'abattre sur le rivage. Des tsunamis de telle ampleur sont quand même extrêmement rares parce qu'il faut qu'il y ait convergence d'un certain nombre de paramètres. La magnitude, bien sûr, déjà exceptionnelle, la localisation du tremblement de terre, le mécanisme lui-même
de la faille, avec ce chevauchement d'un bloc par rapport à l'autre, la proximité des côtes, tous ces phénomènes ont joué naturellement. Hélène Hébert est une spécialiste des tsunamis. Elle a reconstitué une simulation du déplacement des vagues minute par minute. Une vitesse hallucinante. Un tsunami en océan profond se propage à peu près à la vitesse d'un avion à réaction, donc 500, 600, 700 km/h dans l'océan. Regardez bien cette simulation américaine de la propagation du tsunami. À 7h58, les fonds marins subissent le tremblement de terre. Il faut 30 minutes aux premières vagues pour toucher Sumatra. En 1 heure, l'île touristique de Phuket en Thaïlande est touchée. Les vagues atteignent la péninsule indienne 2 heures après le séisme. Le Sri Lanka est particulièrement touché. Puis c'est au tour des Maldives, 3 heures après le début du séisme, de subir l'assaut des vagues. Le tsunami va alors poursuivre sa route vers l'ouest jusqu'en Afrique. La Somalie est touchée après 7 heures. En clair, c'est tout l'océan Indien qui est traversé en moins de 10 heures. Mais les vagues les plus hautes restent localisées. Des vagues de 15-20 mètres pour un tsunami généré par un séisme sous-marin, c'est essentiellement localement, donc près de la source. C'est ce qui probablement a été observé au niveau de Nord Sumatra. Les zones en rouge ont été touchées par des vagues de 2 à 15 mètres. Sumatra, la Thaïlande et le Sri Lanka. En violet, les vagues ont atteint une hauteur de 2 mètres. En bleu, elles ne dépassent pas le mètre. Les vagues ne sont donc pas identiques d'une côte à l'autre. La raison ? Tout d'abord, la distance par rapport à l'épicentre du séisme. En s'éloignant de Sumatra, le tsunami perd en énergie. Mais ce n'est pas la seule raison. La profondeur des fonds marins aux abords des côtes joue un rôle central. La pente des fonds à l'approche de la Thaïlande, par exemple, est faible. Résultat, en s'approchant de la côte, les vagues ont le temps de se creuser. Elles prennent des hauteurs très importantes. Aux Maldives, en revanche, les fonds marins sont plus pentus. La vague n'a pas le temps de prendre de l'ampleur. Le phénomène prend alors la forme d'une montée des eaux. 2 situations tout aussi dangereuses. L'eau arrive avec beaucoup de force pendant le tsunami. On l'a vu, à certains endroits, il y a une vague terrible, déferlante, qui casse tout. À d'autres endroits, c'est comme une marée. De toute façon, ça inonde. Et puis finalement, l'eau se retire. Quand elle se retire, les effets aussi sont dévastateurs. Elle emporte tout. Dans les 2 cas, la force de l'eau est redoutable. Rien ne lui résiste. Et là encore, la raison s'explique scientifiquement. L'eau exerce une pression importante sur les parois d'un bâtiment. Très vite, la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur devient trop grande. La maison s'effondre. Les débris partent alors dans le reflux de l'eau. Des débris qui peuvent blesser ou tuer. Regardez ces images satellites de Banda Aceh, au nord de Sumatra. Après le passage du tsunami, tout est dévasté. Même une partie des côtes a été engloutie. Alors, aurait-on pu prévenir à temps les riverains et sauver des vies ? À Hawaï, un système permet d'alerter les autorités en une demi-heure. Mais aurait-il été efficace dans l'océan Indien ? Sur Nord Sumatra, Thaïlande, Inde, Sri Lanka, c'était largement après 1 heure à 2 heures, ce qui suffit a priori pour évacuer les populations et protéger les côtes. Reste que dans les zones les plus touchées, proches du séisme, un tel système n'aurait pas été efficace. Le temps aurait manqué pour alerter la population. L'idéal est donc de connaître les signes avant-coureurs du phénomène et les zones à risque, et de savoir comment agir s'il se produit. Cela vaut pour l'Asie comme pour toute la planète. La meilleure parade contre les tsunamis, c'est finalement, avant tout, l'information des populations concernées. Si vous êtes au bord de la mer et que vous voyez tout d'un coup la mer se retirer de manière inhabituelle, c'est qu'un tsunami arrive. Alors n'hésitez pas, vous n'avez que quelques dizaines de secondes. Fuyez le plus vite possible vers l'intérieur et essayez de vous réfugier en hauteur. Pourquoi, au Sri Lanka par exemple, les animaux se sont-ils réfugiés d'eux-mêmes loin du littoral avant l'arrivée du tsunami ? Les animaux savent-ils lire les signes avant-coureurs d'une catastrophe ? Reportage d'Audrey Mikaelian. Des centaines de kilomètres de mangroves dévastées, des plages entièrement détruites, une barrière de corail complètement ravagée, le bilan écologique du tsunami est lui aussi désastreux. Pourtant, tous les observateurs sont formels. Il y a très peu de victimes parmi les animaux. Tous ou presque semblent avoir prévu le tsunami.
Pour comprendre comment les animaux ont si mystérieusement senti arriver la catastrophe, nous avons rencontré Claude-Anne Gauthier, une spécialiste du comportement animal. Ce qu'on appelle le sixième sens pourrait être simplement des choses qui sont perçues par les animaux, mais que les sens humains ne perçoivent pas. Donc dans le cas particulier des éléphants, eh bien, on sait qu'ils entendent les sons à des fréquences extrêmement basses que l'oreille humaine ne perçoit pas. Il est aussi possible que précisément ce soit à travers cet organe-là qu'ils aient eu des informations d'une modification de leur environnement et qui les aurait amenés à s'éloigner de la source potentielle du danger. Les éléphants ont probablement entendu la vague bien avant les humains. Mais ce n'est pas tout. Non seulement la plupart des animaux perçoivent mieux le son que l'homme, mais certains possèdent en plus des sens que nous n'avons pas du tout. Exemple, les crocodiles. Ils peuvent capter les vibrations avec une incroyable précision. Vous allez voir, les crocodiles sont très sensibles aux vibrations. Nous allons suivre Molly, cette femelle. Je rentre dans l'enclos et je vous montre ça tout de suite.